Au musée d'Orsay, le peintre Bruno Maton devant l'atelier. Comment est composé ce grand tableau? Ben, c'est le même principe que l'enterrement à Ornans, c'est-à-dire c'est une bande de personnages avec un centre. D'ailleurs, les deux tableaux sont intelligemment mis l'un en face de l'autre. D'un côté, le peintre et son tableau, de l'autre, la tombe et la tête de mort. Et c'est la même composition, exactement. C'est comme un cortège immobilisé ou un cortège qui s'est arrêté, ou une foule qui s'arrête. C'est-à-dire il y a quelque chose de non composé dans le tableau. Et ça, c'est très particulier. Mais en même chez temps, il Courbet. apparaît très composé. Parce qu'il y a quand même au centre, comme figure majeure, le peintre en train de peindre avec sa toile. Oui, mais il y a quand même quelque chose d'étrange. Delacroix disait que ça faisait amphibologie, justement. Puisque le tableau, le tableau, c'est le tableau dans le tableau. Mais c'est pas un tableau représenté dans le tableau. C'est un tableau dans le tableau. C'est ça qui est très curieux, qui est très troublant aussi. C'est-à-dire, et il le voulait, Courbet, c'est une affirmation. L'affirmation qui est la suite d'Ornans, c'est-à-dire tout finit dans la mort, donc tout aboutit à la nature. Et il remet au centre de la peinture, quoi, la nature. Donc le thème final absolu et le seul vrai thème de la peinture, c'est la nature. C'est ça ce qu'affirme ce tableau. Pour ce qui est du personnage central du peintre. Après, il y a plein d'autres choses, bien sûr. Et le tableau reste tout à fait énigmatique, en fait. Même si on sait que ça représente Napoléon III, Achille Fould, Girard, le vieux Lazare Carnot, Garibaldi, etc., etc., Baudelaire de l'autre côté, Madame Sabatier, Bruyat, Proudhon. Buchon, tout ça, Queneau, on sait. Mais ça note absolument pas l'étrangeté du tableau. C'est ça qui est troublant dans ce tableau. Parce que justement, on se dit, mais quoi? Comment faut-il regarder ce tableau? Mais moi, je pense qu'il faut le regarder comme on écoute une symphonie. C'est-à-dire, tout est fragmentaire. C'est comme une grande boîte. Il aurait jeté des choses comme ça, puis il aurait agité, et puis il aurait retourné la boîte sur la table, et il s'est dit, bon, ben, ce sera cette disposition-là. Mais tout l'ensemble peut être perçu d'un seul regard si on le perçoit musicalement. Si on ne cherche pas, comme par exemple dans la peinture de Nicolas Poussin, le cheminement qui amènera à la signification du tableau. Parce qu'il n'y a pas de cheminement. C'est un présent absolu, jeté là comme ça. C'est tout. Mais peint comme Rembrandt, puisque c'était son idéal. Hein, Rembrandt-Velasquez. Alors c'est là où il se rattache au passé. Parce qu'autrement, si on regarde le tableau, il est complètement moderne. Mais pourquoi a-t-il séduit les gens alors que les gens auraient dû le trouver repoussant, puisqu'il n'obéissait pas à l'idéalité? Et que Courbet dit l'art de peindre, c'est... Comment dit-il? Je sais plus, il y a une phrase étonnante d'ailleurs. Je tiens que la peinture est un art essentiellement concret et ne peut consister que dans la reproduction des choses réelles existantes. C'est une langue toute physique qui se compose pour mots de tous les objets visibles. Un objet abstrait, non visible, non existant, n'est pas du domaine de la peinture. C'est-à-dire, on refuse complètement l'idée, l'idéalité dans la peinture. Donc on refuse le passé. Mais on se rattache quand même à des grands ancêtres, Rembrandt, Velasquez, parce que justement, je pense que Courbet avait l'intuition que, notamment et très fortement chez Rembrandt, derrière tous ces thèmes bibliques, religieux, il y avait une appréhension absolue du réel. Et que c'est ce réel qui apparaît, la réalité que veut montrer Rembrandt, la réalité de son temps, même si c'est un prince hébraïque ou n'importe quoi, ou un philosophe avec un manteau mauve, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est pour Courbet la réalité que veut atteindre Rembrandt. En même temps, Bruno Maton, vous citez Rembrandt et Velasquez, qui a peint avant Courbet un peintre avec son tableau sur la toile. C'est bien Velasquez dans un certain tableau des Ménides. C'est bien Rembrandt aussi
dans le peintre avec son atelier. Et on a l'impression que justement Courbet veut reprendre une sorte de message, si l'on peut dire, de ses illustres aînés et apporte une réflexion supplémentaire. Oui, parce que il prend quoi? Il prend la peinture d'histoire. C'est-à-dire là, ce qu'on a traditionnellement, qu'on regardait en Europe et surtout en France, comme la grande peinture. Le sommet de la hiérarchie, c'était la peinture d'histoire. Bon, il fait un énorme tableau, il fait 6 mètres de long ce tableau quand même. Hein. Il fait un énorme tableau, donc à la taille d'une peinture d'histoire. Il appelle ça allégorie réelle. Tout le monde a rigolé. Au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, tout le monde a rigolé. Parce que c'est très intelligent, cette histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Il met tout dans son atelier. Il met tout au présent. Immédiatement chez moi, sur moi, en moi, dans la toile, sur la toile, qui est dans la toile elle-même, pour aboutir à son propre propos. Mais il met tout dans le présent, c'est-à-dire l'histoire n'est plus qu'un présent. Elle n'a plus cette dimension temporelle de déroulement et d'espoir. Il reste un espoir quand même, parce qu'il y a ce petit garçon qui représente le peuple, qui peut-être plus tard, quand il sera grand, ils auront la République, quoi. La vraie. Peut-être. Peut-être que ça veut dire ça, peut-être que ça veut dire autre chose. Ça veut peut-être simplement, sentimentalement, communiquer son amour du peuple par l'émotion que peut procurer ce petit enfant misérable qui regarde le grand peintre au spectateur qui passe devant le tableau. Sur mon chevalet, je ferai un paysage dans lequel il y aura un meunier et des ânes qui portent des sacs au moulin. J'intitulerai cela « Première série », car j'espère faire passer la société dans mon atelier, faire connaître et aimer mes propensions et mes répulsions. Il y a peut-être des allusions dans ce tableau à un certain nombre de tableaux qu'il a vécu intensément pendant cette année où il est là à peindre, à peindre, à peindre, à peindre. Je crois qu'il avait 1000 tableaux à 30 ans derrière lui, enfin même pas 30 ans. Et il a vécu aussi avec des tableaux. Il a vécu avec Rembrandt, avec Velázquez, sans doute avec Giorgione, peut-être avec Masaccio aussi. Je pense qu'il a, parce que le denier, vous vous souvenez du denier? C'est sans doute du denier que vient la disposition des personnages, Ornance et celle-ci. Il n'y a pas seulement une histoire politique, elle y est, c'est sûr. Là, ce qui s'est passé, hein, il y a Persigny, il y a Napoléon III, il y a Girard, il y a le journaliste, hein, avec la tête de mort sur le journal. Et pas oublier la phrase de Proudhon, le journalisme est le cimetière des idées. Hein. Proudhon était l'ami de Courbet. Il est dans le tableau, là à droite, au milieu, à côté de Bruyat et de Buchon. Ça, bon, il y a ça aussi. Il y a tous ces gens, tous ces amis, tout ça. Mais il y a aussi tous les tableaux avec lesquels il a vécu. Et pourtant, nous sommes en 1855. N'oublions pas les femmes. Parce qu'il y a aussi une effigie de la femme qu'il aimait, Virginie Binet, qui, d'après certaines interprétations du tableau, ce serait le fils de Courbet et de Virginie qui serait là en train de dessiner. Elle est au mur sous forme d'un plâtre en relief. C'est une chose étrange, la manière dont il aménage la présence aussi de... Parce que elle, c'est une femme précise, c'est un modèle, c'est le modèle. Mais comme il ne peint pas une femme nue, c'est plus un modèle, c'est la femme. Mais c'est quand même une femme précise. Je crois même qu'on sait son nom. Et c'est ça qui est magnifique chez Courbet. C'est cette manière de transformer le réel en allégorie, quoi. Et ça, les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, il est complètement stupide, celui-là, une fois de plus. Comme il exagérait beaucoup, et qu'il buvait beaucoup, et donc il exagérait encore plus, on le prenait pour un crétin total, mais il n'aurait pas été l'ami de Baudelaire s'il avait été un crétin total. Hein. Et cette histoire d'allégorie réelle, c'est très intelligent, bien au contraire. Mais c'était peut-être beaucoup trop intelligent pour que les gens le comprennent. C'est-à-dire, il y avait entre-temps l'invention de la photographie, c'est-à-dire l'instantané, hein, qui correspond d'ailleurs à ce que Proudhon disait du journalisme, c'est-à-dire le journalisme fige,
l'événement historique. C'est-à-dire l'histoire perd sa substance, dans un sens. Et Courbet en était tout à fait conscient, j'en suis sûr. C'est-à-dire qu'il a vécu aussi 48, mais il l'a vécu comment? Dans son atelier, en train de peindre. Il n'était pas dehors dans la rue, avec les émeutiers et avec la fusillade, quand on a commencé à massacrer les ouvriers, le prolétariat parisien, quoi. Il n'était pas là, il était dans son atelier, peigné. Il faudrait que vous m'envoyiez mon portrait de profil ainsi que le vôtre, les deux que j'ai faits à Montpellier. De plus, cette photographie de femme nue de laquelle je vous ai parlé, elle se trouvera derrière ma chaise, au milieu du tableau. Et le personnage féminin qui est derrière lui, nu, avec un voile, qui pourrait être un modèle, il lui tourne le dos. Moi, je pense que le personnage est là, parce que justement, ce qui est très amusant, c'est qu'il ne peint pas un nu féminin. Oui, il peint un précisément. paysage. Oui, Hein? donc il tourne le dos à la nature humaine. Oui, il ne tourne pas le dos à la nature humaine. Je crois qu'il veut montrer, Courbet veut montrer que le lien, un des liens fondamentaux que nous, dans l'appréhension de la nature, disons, on pourrait dire même dans le contact, dans le sens du toucher, hein, de la nature, un des agents principaux, c'est la femme. Je crois que c'est pour ça. Donc, la femme n'est pas habillée, la femme nue, c'est-à-dire le corps de la femme. C'est lui qui porte toute l'imagerie que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, de la nature. Voilà, je pense que c'est ça, parce que c'est un homme de la campagne, Courbet, qui aimait profondément les femmes et qui avait certainement une relation très naturelle avec l'autre sexe. Elle est là, on pourrait la toucher, là, on est tout près du tableau, et il y a une immense coulée blanche qui se termine par cette fleur rose, somptueuse. Chose qui a dû beaucoup toucher Lautrec, à mon avis, parce qu'il a fait beaucoup de fleurs comme ça, avec les robes des femmes qu'on déshabille pour les faire poser. Bon, si vous regardez comme c'est fait, c'est très intéressant parce que c'est fait très vite, extrêmement vite. Il n'y a qu'une seule chose où Courbet s'appesantit, pas dans le sens du poids, mais prend plus de temps, c'est la chair, la peau, les visages, tout ça. Tout ce qui traite des visages, et là, il travaille beaucoup plus profondément. Tandis que là, c'est fait à toute vitesse. Et à mon avis, 2-3 couches. Et en partie au couteau. 2-3 glacis, terminé. Il y a cette volonté d'aller extrêmement vite dans l'exécution. Et là, c'est très moderne, ça. Et c'est pas une chose qui a échappé à Manet, qui tire beaucoup de choses de Courbet, justement. Il est le maître de tout le monde, hein. Quand on lui a dit « Ah, il y a un jeune peintre qui peint dehors dans son jardin, qui a fait une tranchée pour peindre dehors », il a couru, c'était Claude Monet. C'est un magnifique. Il est allé voir « Ah, enfin, quelqu'un qui peint dehors ». Il est le premier à avoir emmené ses toiles dans la montagne, avec les petites vessies de couleurs qu'on perçait, et puis on pressait, il y a la couleur qui sortait. Peigné dehors. Ça, c'est exceptionnel. Je crois que c'est le premier. Et c'est lui qui a fait de la propagande pour justement aller vers les choses elles-mêmes, on dirait un phénoménologue. Hein? Il le doit en partie à Boudin, quand il le rencontre sur la côte normande, parce que c'est Boudin aussi qui lui enseigne justement oui, ça, à aller effectivement, peindre oui. et aller peindre des vagues et la mer. Oui. Et on sait que Courbet admirait tellement les ciels de Boudin, lui Beaucoup, disant oui, c'est vous beaucoup. qui savez peindre les ciels comme un séraphin. Oui. Ah oui, c'est ça, oui. C'est une belle phrase, ça. Magnifique. Comme un séraphin. Oui, mais bon, c'était un peu dans l'air, mais c'est quand même lui le militant de cette chose, je dirais. Courbet. L'initiateur et le militant, oui. Il y a aussi Boudin, il y a aussi d'autres aussi, bien sûr. Mais c'est lui qui commence à dire sortez dans la rue, peignez dans la rue. Mettre la peinture dans un présent absolu.